Donc, merci de vous joindre à nous pour notre webinaire Microage parle technologie. Mon nom est Maria Fiori, je suis la directrice des opérations chez Microage. Je suis accompagnée par mon collègue Sergio Lima, directeur succès à la clientèle et notre présentateur aujourd'hui. Bienvenue Sergio. Bonjour Maria, bonjour à tous. La conversation d'aujourd'hui portera sur la sécurisation des données que vous avez dans le nuage. Mais avant de débuter, quelques petites notes. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond, comme vous avez déjà constaté. Nous vous encourageons à poser vos questions tout au long de la présentation en utilisant l'onglet Questions de l'outil webinaire. Le webinaire est enregistré. Un lien vers l'enregistrement ainsi que le livre électronique que nous vous offrons vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Nous vous encourageons à télécharger le document et réécouter le webinaire ou le partager avec des collègues qui pourront en bénéficier. Je voulais aussi mentionner que si vous voulez une copie de la présentation, vous pouvez le télécharger dans l'outil. Il y a une section documents, il y a une section handout. Je ne suis pas sûre si vous le voyez en anglais ou en français, mais la présentation est disponible là, fait que vous pouvez la télécharger. Et dernièrement, à la fin du webinaire, vous recevrez un court sondage de 3 questions pour recueillir vos commentaires. Nous serons très reconnaissants si vous pouvez prendre une minute pour nous faire part de vos commentaires et nous aider à améliorer les prochains webinaires. Donc, avant de passer la parole à Sergio, je prends quelques secondes pour vous donner un aperçu de Microage pour ceux qui ne nous connaissent pas. Microage est un fournisseur de services technologiques avec 40 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis plus de 43 ans. Pour bien vous servir, il est essentiel pour nous de comprendre vos opérations, vos clients, votre personnel, vos objectifs, vos défis, vos opportunités. Bref, comprendre votre organisation. Ceci nous permet de recommander et fournir les services et les solutions informatiques qui vous conviennent. Voilà en quelques mots qui nous sommes et la manière dont nous travaillons avec nos clients. Avec ça, je vais passer la parole à Sergio. Merci beaucoup Maria, merci à tout le monde d'être venu dans ce dernier webinaire de l'année, je pense, hein, qu'on va faire. Oui. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, on va parler un peu au niveau l'importance de la protection des données dans le nuage, évidemment, c'est ça le titre de ce webinaire-là. Qu'est-ce que ça veut dire, le modèle de responsabilité partagée? On l'entend, peut-être vous ne l'entendez pas, mais nous, on l'entend souvent, surtout par rapport à vos applications Microsoft, mais le modèle de cette responsabilité partagée est un modèle qui est vraiment utilisé par tous les fournisseurs d'applications et infrastructures qui est infonuagique. Donc, c'est important à comprendre qui est responsable de quoi au niveau données, au niveau protection, sécurité, etc. Et ensuite, on va parler vraiment, en parlant de la responsabilité, qui est responsable de quoi, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place, c'est quoi les stratégies, c'est comment qu'on peut protéger nos données et les applications infonuagiques dans le but de nous sécuriser puis de réduire les vulnérabilités et c'est sûr, d'augmenter notre posture de sécurité. Donc, l'importance. Je sais que c'est beaucoup d'écriture qui est sur la diapo, mais... c'est de ma faute. Désolé. Non, c'est correct, c'est correct. En bref, c'est vraiment... qu'est-ce que ça veut dire, les données qui sont sur le nuage? OK, donc, il y a un risque. Peut-être qu'il y a on croit qu'en mettant nos données ou en transférant notre environnement local, mettons traditionnellement, on a eu toujours des serveurs locaux, infrastructures locales, tout est local. Puis de plus en plus, c'est sûr qu'on voit la tendance de mettre tous nos données et tous nos systèmes, l'application infonuagique dans le cloud. Et on a
on assume que le moment qu'on transfère ça dans le cloud, que c'est maintenant, on n'a plus de la responsabilité de s'assurer que les données sont sauvegardées, que les données sont protégées. Mais non, ce n'est pas le cas. En fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on déplace les données vers un environnement qui est infonuagique, qui devient de plus en plus un cible par les attaqueurs. Pourquoi? Parce que il y a bien du monde qui pense qu'on va juste les transférer et le niveau de sécurité qui est appliqué dans ces infrastructures et logiciels a une tendance d'être moins protégé que si ça serait un environnement local. Donc, je vais expliquer dans les prochaines pages que ça veut dire ça. Mais le sommaire, c'est vraiment que les malfaiteurs trouvent aussi des moyens d'attaquer vos données dans l'infonuagique aussi qui est chez vous. Aussi, il y a au niveau de l'exigence réglementaire. Fait que, au Canada, on a le LPR PDE ou PPDA en anglais, qui vraiment fait, c'est la loi au niveau de la protection des renseignements. Fait que quand on fait ça, quand on déplace les données dans un autre environnement, mais on a encore une responsabilité de s'assurer que ces données-là ne sortent pas de votre environnement ou que quelqu'un ait accès à ce qui n'est pas censé d'avoir accès. Et ici, ben, si vous avez une entreprise dans la province de Québec, mais la loi 25 s'applique aussi au niveau de la protection des données personnelles. C'est quoi les mesures que vous avez mis en place ou c'est quoi les mesures que vous devriez mettre en place dans le but de protéger ces informations-là qui ne sortent pas de votre environnement ou que vous effacez les informations personnelles d'un client ou d'une personne qui n'existe plus dans votre système, dans votre écosystème de soit client ou partenaire, etc. Des fois, on oublie l'aspect souveraineté des données. Et puis moi, je trouve que c'est très important. Pourquoi? Parce que il faut savoir, avec chaque application qu'on met dans l'info nuagique, il faut vraiment être connaissant de où est-ce que ces données sont stockées. Est-ce que c'est une centre d'hébergement canadienne, États-Unis, européen, ailleurs? Il faut toujours poser cette question. C'est sûr qu'avec Microsoft, quand on s'abonne à des services de Microsoft, on a la capacité, on a les options pour activer l'hébergement de ces données-là canadiens. Donc, c'est relativement simple avec Microsoft, mais par contre, vous devriez juste faire attention au niveau des autres applications que vous utilisez. Exemple, peut-être un CRM que vous utilisez d'une tierce partie non Microsoft, mais ces données-là sont hébergées où exactement? Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que ces données-là sont, vous pouvez être susceptible à se faire regarder, surveiller ou quoi que ce soit par une autre entité ailleurs que le Canada. Fait qu'on on n'est pas à l'abri des lois canadiennes si les données sont ailleurs. Exemple, si on fait un CRM puis les données sont hébergées aux États-Unis, bien, les données qui sont hébergées aux États-Unis, il y a d'autres lois qui s'appliquent, puis c'est sûr que les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent avec les données dans l'événement qui ont besoin de faire quelque chose. Et aussi, bien, on pense aussi qu'en mettant quelque chose dans le cloud, on n'a plus besoin de s'occuper au niveau de on se dit qu'il y a une continuité d'affaires qu'on vient d'activer, mais ce n'est pas le cas à 100%. Il y a quand même l'aspect de s'assurer que la continuité d'affaires de votre business, c'est sûr que oui, on met ça infonuagique. Sûrement que les entités, exemple Microsoft, ils ont des infrastructures même multipliées partout avec des réplications, mais ça reste que ça se peut que quelque chose ne soit disponible pour X nombre de temps. Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez en place pour continuer votre entreprise si jamais vous êtes, mettons, dépendant sur des courriels, puis quelque chose arrive avec Microsoft, globalement, qu'est-ce qui se passe? Ou si vous utilisez une application, puis les données sont hébergées juste à une place, il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'autre système en place pour la redondance. Est-ce que vous êtes capable de survivre ou de continuer de rouler votre entreprise sans ces données-là pour X nombre de temps? Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment penser.
Fait que c'est pas juste le fait de déplacer des choses vers l'info nuagique qui vous donne automatiquement l'aspect continuité d'affaires, la protection des données ou la sécurité augmentée. Il y a toujours des choses qu'il faut penser. Donc, je vais utiliser exemple le modèle de responsabilité partagée de Microsoft, mais comme j'ai dit, ça s'applique pour une bonne partie de n'importe quelle application SaaS, qu'on va dire, logiciel en tant que service. Le fournisseur, qu'on va donner exemple Microsoft, a la responsabilité, dans le cas de vous utilisez des applications d'M365, les courriels, le Office au complet, et même les serveurs qui sont hébergés ou que vous allumez les serveurs virtuels dans une plateforme de Microsoft. Ce qu'on parle des courriels et des applications et des logiciels on utilise, ça n'a pas rapport avec la page que vous voyez sur l'écran. Ça, c'est la responsabilité que nous, tout le monde, incluant nous, on ne voit pas. Ça, c'est l'aspect, l'infrastructure de Microsoft qui doit mettre en place. Ça, c'est leur responsabilité. Donc, la sécurité physique de tous les centres de données que Microsoft a mis en place, c'est leur responsabilité. Qui a accès aux centres de données, qui peut rentrer dans les chambres, qui peut toucher les serveurs, les accès, la surveillance, le vidéo, tout ça, évidemment, ça appartient à Microsoft, c'est des bâtisses de Microsoft, c'est des centres de données de Microsoft. C'est leur responsabilité de s'assurer qu'ils ont une sécurité physique de toute leur infrastructure. Ensuite, encore une fois, c'est leur responsabilité de s'assurer que leur réseau qui maintient ou qui protège cette infrastructure-là est mis en place avec les solutions de sécurité pour protéger leur environnement, les pare-feux, la redondance, la connexion au niveau Internet, tout ça est toujours la responsabilité de Microsoft. Encore une fois, ils vont protéger leur infrastructure physique et ensuite, ils vont aller sur la maintenance et la protection de leur sécurité au niveau de la virtualisation, mais on ne parle pas des serveurs virtuels que vous allumez, qui sont à vous, que vous voyez. On parle des hyperviseurs. Donc, les serveurs en arrière de tout ça qui, sans être trop technique, mais quand on a un serveur physique, on installe le logiciel hyperviseur, mettons Hyper-V de Microsoft, VMware, exemple. Quand on installe cette portion-là, encore une fois, nous, comme clients, on ne les voit pas. Ça, c'est la couche que Microsoft doit s'assurer que les mises à jour sont toujours appliquées. Ils doivent s'assurer qu'il y a une redondance et haute disponibilité de tous leurs serveurs hyperviseurs pour s'assurer que la continuité d'affaires et s'assurer que le service est toujours disponible pour vous. Encore une fois, leur responsabilité. Ensuite, les correctifs qui sont appliqués sur le hyperviseur et ou d'autres outils que eux autres utilisent que nous, on ne voit pas. Ça, c'est leur responsabilité. Je n'ai pas encore touché les serveurs que vous voyez dans le cloud. Là, ça devient notre responsabilité ensemble, nous comme partenaires, vous comme clients. Quand vous allumez un serveur virtuel chez Azure, comme exemple, on a une responsabilité qui est marquée sur cette page, en fait, au niveau de la sécurité des données. Première chose. Donc, la protection des données qui sont stockées. Fait qu'on a un serveur, on allume, c'est un serveur d'application, c'est un serveur de base de données, un serveur de fichiers, quoi que ce soit. On stocke des informations dessus. Ça, c'est des données qui vous appartiennent à vous. C'est votre responsabilité de prendre ces données-là et de faire une espèce de sauvegarde et récupération. En fait, j'ai sauté du premier jusqu'au dernier point, mais quand on a les données stockées sur un serveur virtuel, avec un stockage virtuel, c'est notre responsabilité ensemble. Et il faut mettre en place une solution de sauvegarde et ou réplication. Moi, je dis et réplication, pour s'assurer que si jamais on perd ces données-là, parce qu'il peut toujours arriver, on va déplacer les données locales vers l'info nuagique, bien, ça reste qu'un utilisateur peut effacer un répertoire au complet. Là, vous devriez faire une restauration de fichiers. Ce n'est pas la responsabilité de Microsoft de vous donner ces fichiers-là, c'est votre responsabilité. Donc, et ça existe des outils et des options de Microsoft qu'on peut faire des sauvegardes, des fichiers et tout. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller vers une tierce partie, mais il faut juste s'assurer que quand on s'abonne à des services,
comme le serveur, avec du stockage virtuel. Mais il faut s'abonner au niveau à un service de réplication et un service de sauvegarde de données pour être capable de restaurer certains fichiers. En faisant ça, ben, qui va avoir accès à ces serveurs-là, à cette infrastructure que vous avez bâtie dans l'info nuagique? Ben, ça reste à gérer les accès que vos utilisateurs ont par rapport à les serveurs. Encore une fois, traditionnellement, on avait des serveurs physiques. On donnait accès via, exemple, Active Directory, les groupes, les utilisateurs, les départements. Tel usager a droit à ces dossiers-là, mais pas ce dossier-là. C'est toujours votre responsabilité de faire la même structure d'organisation et les accès, de le faire dans le côté info nuagique. Fait que ça, il faut toujours continuer de respecter ou de garder une structure d'accès que vos utilisateurs doivent avoir. Côté sécurité du réseau, vous avez déplacé les serveurs vers le cloud. Donc, techniquement, ça devient un deuxième site. Même si ce n'est pas votre site, c'est un deuxième site. Donc, quand vous abonnez à un service de Microsoft, c'est toujours recommandé d'avoir des serveurs, des pare-feux virtuels, excuse-moi. Donc, il faut s'assurer que la connectivité entre votre bureau et le centre de données Microsoft, Azure, comme exemple, qu'il y a un pare-feu aux deux côtés, puis il y a une connexion sécurisée entre les deux. Comme ça, les utilisateurs de votre bureau sont capables de communiquer avec l'infrastructure Azure et en sécurité, encrypté et tout, sans que, en fait, ça empêche le monde d'essayer de rentrer entre vous deux et d'essayer d'exfiltrer toutes les données. Donc, l'aspect site à site, connectivité, est toujours un facteur le moment qu'on décide de déplacer les données vers le cloud. Bon, vous pouvez peut-être dire que, je ne sais pas si on parle du AMF, oui, on parle du AMF. Peut-être vous n'avez jamais eu des serveurs locaux, puis vous êtes une entreprise que vous avez commencé tout de suite avec la suite de M365, avec des serveurs dans le cloud. Il n'y a personne au bureau, tout le monde travaille de la maison, pas de problème. Bien, encore une fois, il faut s'assurer à plusieurs choses. Un, il faut s'assurer que les utilisateurs qui se connectent à ces applications-là en sécurité. Donc, le AMF, l'authentification multifacteur. Est-ce que l'utilisateur se connecte? C'est quasiment le même style d'un site à site, mais il faut juste s'assurer que la connectivité entre l'utilisateur et vos applications et ou serveurs infonuagiques, c'est fait d'une façon avec un tunnel qui est certifié, qui est validé, que c'est bel et bien la bonne personne qui a accès à ces services-là. La sécurité des applications, si vous êtes un développeur, vous avez des applications, vous hébergez ça infonuagique, c'est sûr que les codes, les vulnérabilités, tous ces tests-là, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas à Microsoft de vous dire que vous avez une vulnérabilité ou une faille de sécurité dans votre application. C'est entièrement votre responsabilité de regarder, s'assurer que vos applications maison sont toujours à jour et corrigées correctement. Et j'ai parlé du AMF au niveau des utilisateurs, mais si vous avez des utilisateurs qui se connectent à distance vers des applications infonuagiques ou vers un environnement infonuagique, ben, le point faible peut être le poste de travail qui se connecte. Donc, EDR, antivirus, anti-spam, protection au niveau chiffrement des appareils. Il faut toujours penser, même si on n'est pas un environnement local avec des ordinateurs et des serveurs qui restent locaux, même surtout quand on enlève ces postes d'un environnement protégé par des pare-feux et on les met chez eux, dans une maison, bien, il y a quand même l'aspect de protection de l'environnement ou le mini-réseau de l'utilisateur qui est chez eux, incluant le poste de travail qui se connecte à toutes ces applications de votre entreprise. Et le dernier point, c'est vraiment, ce que j'ai parlé, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a un sauvegarde et une réplication et une capacité de récupérer vos données si jamais quelque chose est effacé. Visuellement, c'est ça qu'on voit de Microsoft. Je m'excuse pour l'anglicisme, c'est une photo.
En fait, le lien est en bas. C'est une photo en anglais, mais sur le site web français de Microsoft. Fait qu'en fait, ils ne l'ont jamais traduit. Mais ça donne un aperçu visuel des responsabilités de Microsoft versus nous, vous. Donc, ce qui est si on regarde à droite complètement, on-prem, ça c'est un environnement traditionnel local, serveur chez vous, parfois chez vous, donné chez vous, entièrement votre responsabilité, évidemment. Mais le moment qu'on commence à transférer des services, des serveurs, des plateformes, le SaaS est un des plateformes qui a le moins de responsabilités par Microsoft, le moins de responsabilités de notre côté, excuse-moi. Fait qu'il s'assure au niveau plusieurs choses, sauf qu'il y a quand même la responsabilité, comme j'ai dit, l'information, les données, les appareils qui connectent à cet environnement, les comptes, l'accès, les permissions que vous donnez à vos utilisateurs et votre organisation, qui a accès à quoi, ça c'est toujours votre responsabilité. Et si je peux sortir du volet de Microsoft puis d'aller vers une solution, n'importe quel SaaS, comme un CRM ou comme n'importe quelle application. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de monde ici aujourd'hui qui ont une forme d'application comme service qui est cloud. C'est toujours les mêmes responsabilités qu'on a de notre côté. Et non seulement ça, mais il faudrait qu'on pose les questions à ces fournisseurs-là pour s'assurer que, puis je vais reculer un peu, les responsabilités ici. Si vous êtes abonné à une application SaaS, il faut poser ces questions-là à votre fournisseur. C'est quoi votre sécurité physique? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Vos centres de données sont où? Ils sont hébergés où? C'est quoi votre sécurité que vous avez mis en place? La virtualisation, faites-vous des mises à jour? Si fournisseurs SaaS sont obligés, je pense que j'en parle un petit peu plus loin, mais sont obligés de se conformer à des règlements au niveau de la livraison de leur application SaaS, sont obligés d'être conformes à certains règlements dans le but de leur protéger et de nous protéger si jamais quelque chose arrive. Fait que c'est toujours, il faut juste, en fait, faites vos devoirs quand vous abonnez à des applications, des manufacturiers qui ont des applications SaaS. C'est sûr que Microsoft, on a moins d'inquiétude, mais il y a toujours l'aspect de responsabilité qu'on doit s'assurer. Mais quand on parle d'un tiers parti, il faut juste faire vos devoirs. C'est carrément ça que je dois dire ou répéter pour s'assurer. Je vous donne un exemple. Nous, on a un CRM qu'on utilise, c'est une application SaaS, c'est pas Microsoft, mais il fallait qu'on pose toutes les questions sur vos données sont hébergées où, est-ce qu'il y a une réplication, si jamais quelque chose tombe down dans votre environnement, c'est quoi votre plan, c'est quoi votre procédure pour si quelque chose tombe down, c'est quoi les RPO et les RTO qu'on parle, c'est combien de temps que ça vous prend pour vous remettre en place si jamais quelque chose tombe down, je veux savoir. Est-ce que vous faites un backup de l'infrastructure? Donc, dans notre cas, le fournisseur fait ses propres sauvegardes de leur infrastructure et les données, mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas accès à ces données-là parce que les autres, ils le font à côté infrastructure. Mais moi, j'aimerais ça avoir une copie de mes données. Fait qu'on s'est organisé avec eux autres, puis il y a toujours des options. On s'est organisé de faire nos propres sauvegardes de nos données CRM ailleurs pour s'assurer qu'on a toujours une copie de tout ça si jamais quelque chose arrive. Je parle trop, Maria? Non, non. Tu es en train d'expliquer tout ça, là. Fait que, je voulais juste rappeler, dire au monde, si vous voulez une copie de la présentation, vous pouvez aller dans l'outil webinaire, dans la section documents ou handout pour aller le télécharger. Si vous ne le trouvez pas, juste me laisser savoir, je vais vous l'envoyer par courriel, il n'y a pas de problème. C'est bon. Donc, j'ai parlé beaucoup, comme j'ai dit, mais en fait, on va passer à travers, ça en fait, c'est un recul de tout ça ici, ce qu'on voit au niveau de notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour nous protéger puis augmenter notre posture, d'avoir la paix, de s'assurer que tout va bien avec nos applications SaaS ou nos infrastructures. Premièrement, il faut regarder au niveau de le chiffrement, l'encryption qui parle, au repos et en transit.
Les bonnes nouvelles au niveau Microsoft, quand on fait affaire ou quand on est abonné à plusieurs services de Microsoft, ils offrent le chiffrement des données au repos et en transit. J'ose pas dire par défaut, je me souviens pas si c'était par défaut, mais vous avez l'option de sélectionner si vous voulez si vous voulez l'encryption des données, le chiffrement des données au repos. Je sais que pendant qu'en transit, c'est toujours une encryption qui est en place. Mais c'est sûr que c'est facile, comme j'ai dit, c'est facile avec Microsoft parce que je sais qu'ils l'ont mis en place. Est-ce que c'est le même cas dans toutes vos autres applications que vous utilisez? Il faudrait poser la question à vos fournisseurs. Le pare-feu virtuel, comme j'ai dit, au début, quand le monde commençait à se transférer vers l'info nuagique, la tendance était de ne pas penser à mettre un pare-feu de l'autre côté, puis ça reste des portes ouvertes pour les malfaiteurs de rentrer puis d'essayer de loguer dans votre environnement infrastructure. Donc, la pensée que vous devez toujours avoir, c'est si vous voulez déplacer vos serveurs info nuagiques ou déplacer vos applications-là, il faut juste s'assurer, surtout dans une infrastructure, des serveurs virtuels qu'on a info nuagiques, qu'on a un pare-feu virtuel d'activer. Encore une fois, c'est des abonnements qu'on peut se mettre avec Microsoft ou tout autre fournisseur de pare-feu. Ils ont un serveur d'un serveur virtuel maintenant. Donc, c'est exactement pareil comme si on aurait un serveur local avec un pare-feu physique, une boîte qui vous protège à l'entrée. Mais ça, c'est la même chose, sauf que c'est virtuel, ce n'est pas vraiment une boîte physique. Et cette boîte virtuelle, ben, on les configure avec votre bureau et la boîte physique pour que ça soit connecté ensemble, sécurisé, encryption, etc. Puis que ça empêche le monde de passer à travers cette connectivité, d'essayer de sortir vos informations ou d'infiltrer. Sergio, Oui. avant qu'on passe à la prochaine slide. Il y a Joël qui demande, peut-être qu'on peut peut-être répéter les questions qu'il faudrait poser quand on fait affaire avec une compagnie de SaaS ou de ce genre-là. Oui. Mais Joël a aussi demandé peut-être qu'on peut avoir une liste écrite, mais on va commencer par c'est quoi les questions qu'il faut demander ces Oui, fournisseurs-là? je peux peut-être, j'imagine que je vais aller ici parce que c'est la base. C'est sûr que c'est pas formulé comme des questions, mais la C'est juste sécurité pour physique. réviser, puis on va Oui, essayer c'est de voir ça. si on peut faire quelque chose Donc, de. vous faites affaire avec un fournisseur qui vous donne une application pour faire X, Y, Z. La première chose que vous devriez demander, c'est que vos centres de données sont hébergés où, physiquement. Euh, Avez-vous une politique en place pour l'accès? Exactement, s'assurer que les centres de données, résidus de l'infrastructure sont sécurisés physiquement. Est-ce que c'est une bâtisse? Est-ce que c'est une bâtisse à vous, à plusieurs compagnies? Vous faites partie d'un étage? Est-ce qu'il y a des cartes ou des clés pour rentrer sur votre étage? Qui a accès au centre de données? Ça, c'est les questions qu'il faut poser au niveau sécurité physique. La sécurité des réseaux, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous protéger? Puis vous pouvez poser la question. Souvent, ils vont répondre pour dire oui, on a un partenariat avec tel fournisseur de sécurité des réseaux, j'ai tel pare-feu en place, telle solution de sécurité en place. Souvent, ils sont à l'aise de vous donner la solution qui est en place. En fait, ils n'ont OK. pas le choix parce qu'il y a des contrôles en place, puis il y a le règlement. Fait qu'il y a des documents certifiés qui peuvent vous fournir. Des fois, c'est disponible sur le web. Des fois, il faut les poser comme question parce qu'ils vont vous le fournir. Vous pouvez aussi demander, j'imagine, Sergio, tu me corrigeras si j'ai tort, mais vous pouvez aller jusqu'à demander est-ce que vous faites des tests de vulnérabilité, Oui, c'est un bon pen point, ça. tests, hein, des Ouais, pénétrations, puis tout ça. exactement. Faites-vous des tests de vulnérabilité pénétration une fois par année minimum. Ça, je ne sais pas s'il y a d'autres conformités de leur côté parce qu'ils sont SaaS. Nous, on recommande à nos clients, on fait les sauvegardes, on fait une réplication. On fait des tests de restauration fréquents pour s'assurer que les données sont valides et fonctionnelles, l'intégrité est bonne. Mais nous, on donne des recommandations, surtout pour des clients qui ont activé une réplication de site, mettons, qui ont
avec Azure Site Recovery. Ils ont 2 sites répliqués. Et dans leur tête, ils pensent, je suis protégé, ça fonctionne si mon premier site tombe down, l'autre va prendre la relève. L'avez-vous testé? Il faut le tester 1 fois par année. C'est la même question qu'il faut poser à vos fournisseurs. Avez-vous testé vos infrastructures? C'est ceux qui vont dire, j'ai 2 centres de données, 3 centres de données. OK, l'avez-vous testé au niveau de le basculement des données ou basculement des services vers l'autre site et est-ce que ça continue de fonctionner? Et ensuite, vous pouvez toujours demander au niveau un document qui assure qu'il y a une politique en place au niveau de les mises à jour, les correctifs qui appliquent régulièrement. Quand est-ce qu'ils font ces mises à jour-là? Et la dernière question qui est vraiment pas là, c'est le sauvegarde des données. Est-ce qu'il y a une solution de sauvegarde de données en place et est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez avoir une copie de ces données à vous, localement, répliquées dans une place où ce que vous avez accès, dans le but d'être autonome ou au moins avoir ces données disponibles, de les consulter d'une autre façon si jamais leur infrastructure n'est pas fonctionnelle? Ça, j'imagine que c'est les questions les plus importantes. Merci. C'est une bonne question, Joël. Oui, Merci. c'est bon. Donc, un petit peu plus de détails au niveau du contrôle des accès. Ça fait des décennies qu'on parle de ça, c'est sûr. J'espère que ce n'est pas du nouveau pour du monde, mais la sécurité, qui a accès à quoi? Donc, vous avez une entreprise de 20 utilisateurs, 200 utilisateurs. C'est quoi les départements? Qui a accès à quoi? Vous avez 3 serveurs dans le cloud. Est-ce que c'est tout le monde qui a accès aux 3 serveurs? Vous avez une base de données sur un serveur virtuel dans le cloud. Est-ce que c'est tout le monde qui a accès à ça? Il faut les trier par groupe, les permissions, qui a accès à écrire, qui a accès à effacer, qui a accès à consulter seulement. Ça c'est vraiment quelque chose ça fait des années qu'on met des installations de solutions, surtout avec Microsoft et Active Directory, mais maintenant c'est rendu Azure avec Intune, avec Entra ID. Le concept reste pareil. Active Directory, c'était plus environnement local. Maintenant qu'on va dans le cloud, ben, ça devient du Azure, Azure Entra ID avec Azure Intune. Et le contrôle d'accès, pas juste les utilisateurs, mais quel poste aussi, parce qu'on peut contrôler les postes. Quel poste qui a accès à notre environnement, puis on peut vraiment clôturer nos postes de travail, comme ça, s'il y a peut-être, on a 20 postes, puis c'est une 21e poste qui rentre, mais il faut que ça passe par des différentes procédures pour que les personnes en charge du réseau acceptent ce poste de travail dans l'environnement avant de laisser rentrer ce poste-là, puis ça se peut que ça soit un malfaiteur qui rentre avec son poste à lui. Puis si ces niveaux de sécurité n'est pas mis en place, ben, ça peut nuire à votre environnement. L'authentification, mais ça reste que dans le temps, on disait que si on vous suggère de mettre le AMF, maintenant c'est primordial. C'est même pas une option maintenant, il faut toujours penser à du multifactoriel pour toutes vos applications. Pas juste au côté Microsoft, mais c'est une bonne question en plus que j'ai pas dit tantôt, mais ça, c'est une question qu'il faut poser à un fournisseur que vous faites des recherches peut-être pour aller vers un certain fournisseur. Quand mes utilisateurs se connectent à votre plateforme, est-ce que vous avez le AMF d'activer? Est-ce que j'ai l'option de m'assurer que c'est mes utilisateurs se connectent à mes données et à l'application? Et la gestion d'accès au niveau privilégié. Encore une fois, le niveau d'accès de chacun des utilisateurs, s'assurer qu'il n'y a pas de... je ne sais pas si je parle plus tard ou c'est plus ici, mais les administrateurs, c'est ça. Vous avez peut-être 20 utilisateurs, puis 15 utilisateurs, ils ont accès à l'administration, admin de votre environnement. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin au niveau accès admin? Il y a toujours moyen de faire fonctionner vos utilisateurs avec un certain niveau de sécurité ou permission, puis de limiter le nombre de personnes qui ont full accès admin à votre environnement. Pourquoi? Parce que si quelqu'un décide de rentrer ou si quelqu'un est susceptible à se faire hacker, exemple, se faire hameçonner, si cette personne
L'accès admin, ben, ça donne plus de choix pour les criminels d'utiliser ce compte-là pour faire des dommages. Donc, Ils ont accès, essayez de limiter le nombre d'administrateurs de réseau que vous avez en place. ils ont accès à tout, fait que c'est sûr que Ouais. ça cause des problèmes. En plus, le meilleur pratique, c'est de ne pas utiliser le nom d'usager administrateur ou admin, puis d'avoir plusieurs personnes qui utilisent ça. Il faut mettre en place une façon de protéger ce code-là, de protéger ce nom d'utilisateur, minimiser le nombre de personnes qui ont accès à ça, puis de donner les accès un petit peu plus privilégiés à d'autres personnes qui ont besoin de faire des changements, mais il faut qu'ils se loguent à leur propre nom et non avec administrateur. C'est juste trop ambigu. Il y a plusieurs personnes qui peuvent se loguer. Puis, si je ne me trompe pas, ça s'en va vers le prochain point. Il faut activer au niveau les journaux d'activité, les logs, les audits. Quand on active ça, côté Microsoft, exemple, excuse-moi, ça nous permet de voir qui a accès, qui a fait quoi, qui s'est logué, qui a copié. On peut tout activer dans le but de juste voir et possiblement de se faire avertir avec le deuxième point, de configurer des alertes. Il y a certaines choses qui sont disponibles avec Microsoft pour vous avertir, mais ça se peut qu'ils ne vous donnent pas tout ce que vous avez besoin, donc vous devriez peut-être voir avec une tierce partie qui fait justement ça. Si j'utilise M365 comme exemple, votre locataire Microsoft, le tenant de Microsoft, il y a de l'activité. Il y a du monde qui se log, courriel, données. Mais cette personne-là qui se connecte, est-ce qu'elle doit de se connecter à partir de la Chine? Est-ce qu'elle doit de partir aux États-Unis? Il y a des profils qu'on peut mettre en place pour limiter vos employés ou de limiter les accès dans le but d'empêcher toutes les autres de rentrer dans votre environnement. Mais toutes ces politiques-là qu'on met en place, on peut les surveiller et notifier ou envoyer des alertes à nos administrateurs de réseau qui peut possiblement dire, OK, je ne pense pas que cette personne-là a le droit de se connecter à partir de Mexique. Mais ça se peut que c'est un utilisateur, c'est un employé qui est en vacances, mais en même temps, il se connecte à ses courriels pour regarder. Il faut regarder tout ça, de mettre en place une politique qui fonctionne pour votre entreprise. Et il faut effectuer, comme tu avais parlé, Maria, au niveau des audits, mais il faut s'assurer que vous faites des tests de vulnérabilité, les tests de pénétration. Faites affaire avec une firme de sécurité réputable, une compagnie qui est capable de faire des tests internes, externes, puis vous sortir un rapport avec des recommandations, avec les résultats et des recommandations comment réduire ce risque-là. Et tout le monde pense que sont protégés parce qu'ils sont avec Microsoft ou d'autres applications, mais ce n'est pas le cas. Fait qu'il y a toujours des corrections qu'on peut mettre en place pour limiter certaines choses ou pour diminuer le mot en anglais c'est footprint, là, de limiter votre apparence sur Internet de votre environnement. J'ai parlé un peu au niveau de sauvegarde. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de sauvegarde? Nous, dans notre cas, pour une application CRM, on a décidé de mettre en place une autre solution de backup qui copie les données puis nous envoie les données locales de ce fournisseur SaaS. Mais la règle, ça a toujours été 3, 2, 1, mais maintenant on rajoute le 1 et le 0. Donc le 3, c'est peut-être trop petit pour lire, mais il faut toujours avoir 3 copies de vos données en tout temps. Donc, le premier, ça c'est celui qui est en production, que vous fonctionnez avec à chaque jour. Et les deux autres, ça serait 2 autres copies. Puis le 2, dans le 3, 2, 1, c'est les 2 autres copies qu'il faudrait avoir sur 2 médias différents. Donc, ça peut être 2 médias cloud ou 2 entités cloud séparées. On ne peut pas faire un cloud-to-cloud de Microsoft à Microsoft, ça ne sert à rien. Il faut s'assurer d'avoir une certaine réplication autre que le même fournisseur. Ou ça peut être info nuagique local vers un stockage, vers un NAS, quelque chose de local, ou ça peut être sur un autre site, mais ça prend 2 autres copies ailleurs. Et une de ces copies, toujours hors site, évidemment, si on a 2 copies info nuagique locales,
on remplit le besoin du numéro 1 pour une copie hors site, parce qu'on a une copie, mettons chez Microsoft, une copie locale. Techniquement, c'est hors site. Le deuxième 1, c'est la copie hors ligne. Et on a eu des sessions sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le hors ligne? C'est d'essayer de faire une sauvegarde de vos données immuables, une copie qui n'est pas connectée à votre environnement, une copie que personne ne peut avoir accès, sauf le fournisseur de SaaS comme exemple. Puis si je peux utiliser Microsoft comme exemple, il y a des abonnements de stockage et sauvegarde de Microsoft que vous pouvez activer qui va faire une sauvegarde de vos données en arrière-plan. Ce n'est même pas une solution de sauvegarde que vous avez le droit de voir, mais ça fait une sauvegarde de vos données en arrière-plan. Donc, l'infrastructure hypervisor, il copie ces données-là ailleurs et ça le débranche de votre environnement que vous vous connectez chez Microsoft. Ça, c'est une copie all-in. Un autre exemple peut être si vous avez une infrastructure virtuelle, que vous utilisez une solution de sauvegarde de temps en temps, de faire un snapshot, une sauvegarde de vos données, puis de les répliquer ou de les copier sur votre environnement, votre réseau local avec un stockage, puis débrancher ce stockage-là ou de le fermer, d'avoir des disques durs, quelque chose qui n'est pas connecté au réseau. Pourquoi? Parce que si c'est que le moment que c'est connecté à un réseau, ça donne la chance aux malfaiteurs de voir ça sur le réseau et d'essayer de soit effacer toutes les données, de les sortir, de manipuler ces données-là. Et ça vous laisse à l'abri de plusieurs problèmes légaux et plusieurs problèmes autres de sécurité et données qui sont partis. Et le dernier chiffre, c'est le 0. Il faut vraiment juste s'assurer. Il faut tester vos sauvegardes. Fait qu'il faut faire des tests de récupération de temps en temps. Nous, on le fait une fois par mois pour nos clients. Dossiers, répertoires, etc. Juste pour s'assurer que la validité des données est toujours bonne, l'intégrité est bonne. Donc, il faut s'assurer d'avoir 0 erreur dans nos sauvegardes, dans nos rapports de sauvegarde. Et 0 erreur par rapport à une restauration. Ce n'est pas la même chose que de faire un test de désastre qu'on appelle. Ça, c'est vraiment juste de s'assurer que les données sont correctes. Mais si vous voulez voir si vos systèmes et vos données sont fonctionnels dans un désastre, il faut vraiment parler avec votre fournisseur ou parler avec vos TI à l'interne, d'effectuer un test de recouvrement de désastre. Ça implique beaucoup d'heures et beaucoup de personnes aussi ensemble. Parce que ce qu'il faut faire, c'est vraiment de simuler un désastre chez vous, de fermer toutes les données, puis de voir si votre deuxième site est capable de prendre la relève et effectuer des tests avec des personnes en TI, les dirigeants, les utilisateurs qui utilisent les applications. Est-ce que ça fait le basculement? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est capable de recouvrir les données? Il faut faire ces tests-là, mais ça, nous, on fait ça comme des projets. Parce que ça s'éparpille sur plusieurs journées, une fin de semaine, des heures, des conversations, des réunions ensemble pour planifier, pour s'assurer que tout va bien. Mais ça, c'est vraiment le plus haut test qu'on peut faire en termes de désastre. Conformité aux réglementations au niveau des normes. C'est sûr que peut-être que vous avez des réglementations ou normes. Vous êtes peut-être obligé d'être conforme à certaines choses. Je pense à certaines entreprises qui ont besoin de garder les données 5 à 7 ans, 15 ans. Fait qu'il faut juste s'assurer que les données qui sont stockées, infonuagiques, que votre fournisseur est capable de maintenir cette conformité avec vous. Donc, si le fournisseur dit qu'il vous fait un sauvegarde de vos données, mais vous le gardez pour combien de temps? Ça, c'est une autre question. Fait que si vous faites partie de si vous avez des règlements au niveau et des normes à suivre, c'est une question que vous devriez poser à votre fournisseur SaaS pour s'assurer qu'eux autres aussi sont conformes aux mêmes standards que vous. Sinon, ça ne matche pas un peu. Ça serait vraiment pas logique d'avoir une application SaaS qui va héberger vos données juste pendant 3 ans quand vous êtes obligé de garder tout pendant 7 ans.
À ce moment-là, si c'est vraiment ce fournisseur-là qu'il faut vous utiliser, ben c'est de mettre des choses en place, j'imagine, vous autres même, le client Exact. même, right? Oui, exactement. C'est ça. Et ensuite, on revient toujours à ça. Le maillon faible, ce sont les employés. Donc, même si vous déplacez tout vers l'info nuagique, ça reste que l'hameçonnage, c'est de l'hameçonnage. Prenez le temps de faire des recherches sur quel programme de sensibilisation, hameçonnage et formation de vos employés. Mettez ça en place. Parce que les cyberassureurs maintenant l'exigent pour que vous puissiez être protégés et assurés au niveau de cyberassurance. Mais principalement parce que vos utilisateurs sont susceptibles de cliquer sur certaines choses, des liens, etc. On en parlait, à chaque année, on parle dans nos webinaires. Ces employés-là peuvent toujours être le maillon faible, même si vos applications sont complètement infonuagiques. Ça reste que si quelqu'un prend contrôle de votre code d'utilisateur, votre employé, il peut toujours rentrer dans votre environnement et faire des dommages. Et mettre en place au niveau des politiques, encore une fois, qui a accès à quoi? En fait, c'est la même chose, je pense. C'est ça, les restrictions au niveau de l'utilisation des appareils. Ouais, ça, c'est un bon point. Si vous avez des employés qui utilisent les téléphones cellulaires, moi, j'utilise mon portable pour me connecter à mes applications, à mes systèmes, mais j'ai aussi les courriels que je reçois sur mon téléphone. Donc, si on parlait du MFA par rapport à un poste de travail, un utilisateur, je parle aussi d'un MFA qui inclut, qui doit être mis en place au niveau de votre cellulaire. Donc, si moi, je me connecte à mes courriels d'entreprise, je dois m'assurer que j'ai du AMF en place pour mon cellulaire, pour la connectivité au niveau des courriels. Si vous avez une application, j'ai l'application de CRM sur mon téléphone, mais j'ai un AMF d'activer. Donc, si j'essaie de me connecter à mon CRM, il va me demander pour le code AMF pour s'assurer que c'est bel et bien moi qui se connecte à mes applications-là. Fait que toujours prendre en considération le nombre d'appareils qui se connectent par utilisateur, puis est-ce qu'on a le droit de les utiliser. Puis ça rentre au niveau plus les politiques de votre entreprise. Est-ce que vous fournissez des cellulaires? Est-ce que c'est des cellulaires personnels? Ça, c'est toute une autre discussion, en fait. Là, si vous décidez d'activer le AMF pour vos utilisateurs, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est obligé d'utiliser une application qui s'installe sur un cellulaire, mais des fois, c'est le cellulaire personnel. Fait que ça prend des politiques en place pour aviser le monde. Vous devriez définir des politiques en place. Parce que des fois, ce n'est pas évident. On n'a pas le droit de toucher les téléphones personnels. Mais ça reste quelque chose que vous devez faire des recherches puis établir votre propre politique. Je ne peux pas vous dire quoi faire. Tout le monde est différent pour ça. Et en résumé, ben, c'est vraiment ça. Encore une fois, ce n'est pas des questions, mais si on regarde la deuxième section au niveau de la stratégie, ça reste que vous pouvez poser des questions par rapport à le chiffrement, comment vous faites ça. Avez-vous des parfums en place pour votre environnement, le contrôle d'accès, en fait, toutes les stratégies que nous, on doit mettre en place pour nos applications pour que je sois protégé, c'est les mêmes choses que le fournisseur d'applications ou d'infrastructures infonuagiques doit mettre en place. Donc, il faut juste... c'est pas parce qu'on envoie infonuagique qu'on n'a pas besoin de penser pour le fournisseur infonuagique. Il faut jamais assumer qu'eux autres, ils ont mis tout en place. On ne sait jamais. Puis comme j'ai dit, moins d'inquiétude au niveau Microsoft parce que c'est une grande machine immense, qu'on sait qu'il y a un certain niveau de protection, mais ce n'est pas toujours le cas pour les autres fournisseurs d'applications infonuagiques. Avec ça, on a une question de Vanina, Sergio. Oui. Elle demande quel type de données devrions-nous éviter de stocker dans le cloud pour limiter les risques? Moi, je n'ai pas vu de limitation pour mes clients.
On a des clients financiers, les données au complète sur Azure, au complète. C'est sûr ils rajoutent des couches de sécurité, ils rajoutent des licences de Microsoft pour augmenter leur posture. Exemple, une compagnie financière va faire du DLP, du Data Loss Prevention. Ben, ils vont activer les licences de Microsoft pour être capable de voir qui est en train de toucher à mes données, qui est en train d'imprimer, sortir, sauvegarder. Fait que je ne peux pas dire qu'il faut éviter de mettre tout ça. Peut-être en 2010, on avait une inquiétude sur les types de données à cause de la maturité du côté infonuagique. Maintenant, si on a les bonnes solutions en place au niveau de la stratégie pour nous protéger, si on met ça en place, le pare-feu virtuel, le chiffrement, les backups, le contrôle d'accès, le AMF, les audits, le moment qu'on met tout ça en place, ça devient beaucoup plus confortable de mettre n'importe quel genre de données sur le côté infonuagique. Encore une fois, il faut s'assurer que les données sont hébergées à la place que vous voulez. Et si je peux utiliser comme exemple, si vous êtes une compagnie financière ou vous avez des données importantes, peut-être vous faites affaire avec le gouvernement, mais c'est clair que vous ne pouvez pas stocker des données dans une application SaaS qui est hébergée ailleurs que le Canada. Fait que ça, c'est les choses à penser. Fait que ça dépend aussi. Ça se peut que vous avez une application qui fonctionne très bien pour vous, puis vous êtes confortable que ces données-là sont hébergées aux États-Unis. Là, il faut penser à c'est quel genre d'informations que je vais stocker dans cette application-là. Une autre question de Vanina. Elle demande, en cas de cyberattaque ou de vol de données, quel est le plan de réponse de l'entreprise et quelles mesures devons-nous prendre? Je pense que tu as une grosse question qui va prendre une plus longue discussion, je pense. Je pense, Vanina, on va prendre la question puis on va demander à quelqu'un de MicroEdge de vous rappeler pour Ça avoir cette commence discussion. par un plan de réponse aux incidents. Oui, Ça oui, commence par ça ça. commence avec C'est ça. quoi ça? Il faut il faut identifier vos données, vos systèmes, qu'est-ce que vous avez en place. C'est sûr qu'il faut faire affaire avec une compagnie qui est capable de faire les études chez vous, puis de formuler un plan de réponse aux incidents. Je pense qu'on avait, c'était pas le webinaire avant celle-là avant celle-là, qu'on avait parlé au niveau, il faut mettre en place une structure quand un feu est pogné, exemple, une attaque cyber, un incident de cybersécurité, tout le monde roule. Moi, j'ai pas de cheveux, mais tout le monde tire les cheveux. Le feu est pogné partout. Puis souvent, on a la tendance de ne pas parler et il y a 3 personnes qui sont en train de faire la même chose ou il y a peut-être 2 personnes qui sont en train d'empirer la situation. Donc, ça prend une structure, ça prend une procédure en place avec des personnes en charge pour gérer cet incident-là. Il faut vraiment mettre quelque chose en place pour dire, OK, qu'est-ce qui s'est produit? On s'est fait hacker. OK, c'est quoi les données qui ont été exfiltrées? Est-ce qu'ils ont été exfiltrés? Ils ont été encryptés? OK, est-ce qu'on a un backup? Qui est en charge du backup? OK, attends une minute, on ne peut pas faire restauration. Il y a encore une infection. Fait qui est en charge d'enlever les infections? OK, c'est l'équipe TI, mais il faut que j'appelle mon assureur parce que là, je viens de me faire pogner, il faut appeler l'assureur. L'assureur va vous appeler pour dire arrêtez, il faut que j'appelle l'ego. Un avocat va s'impliquer, puis moi, j'appelle mon firme de sécurité. Ils vont prendre le contrôle de tout ça, puis ils vont gérer tout le monde, incluant nous, comme MicroH. Ben, ça se peut, on a des clients qui se sont fait infecter, puis on fait affaire avec le fournisseur de sécurité ou l'assureur qui va nous dire quoi faire en première étape parce qu'eux autres aussi, ils ont un plan de réponse. Fait que c'est un peu complexe pour être capable d'expliquer ça dans quelques minutes, mais c'est vraiment ça. C'est difficile à répondre de la vitesse, mais ça prend un plan en place. C'est ça. Puis ce que je viens de penser aussi, on avait rédigé un document qui détaillait un peu les étapes. Mais c'est quelque chose qu'on peut. Vanina, je peux te l'envoyer. Ouais. Mais en même temps, je vais demander à quelqu'un de MicroH de t'appeler pour avoir une discussion un peu plus
détaillé avec, Ouais. avec vous. On a vécu des scénarios avec le client et des directeurs, tout le monde en arrière du technicien qui est en train d'essayer de trouver c'est quoi le problème. Il n'est même pas sûr d'où ça vient, la source. Puis il y a plusieurs personnes qui disent, puis quand est-ce que ça va être fonctionnel? Quand est-ce que ça va être fonctionnel? Ça rajoute une frustration et Stress. stress. Sur tout le monde, en fait, pas juste les techniciens qui sont impliqués, mais ça rajoute une stress sur tout le monde. Je comprends Ouais. que vous voulez remettre sur vos pas le plus vite possible, mais il faut suivre les étapes. Fait que si on n'a pas un plan, ben, on ne connaît pas les étapes. Fait qu'on commence à partir de n'importe quelle étape. Et souvent, c'est juste doubler le travail. Oui. OK. Bon, ben, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section questions, puis on va essayer de répondre. Mais en même temps, le livre électronique qu'on vous a promis est disponible. Vous pouvez l'avoir. On va l'envoyer, comme j'ai dit. Je vais juste mettre le lien dans le chat pour que vous pouvez aller le chercher si vous voulez tout de suite. Fait que c'est à vous à décider. Mais je vais juste en attendant, si on a d'autres questions, comme je vous dis, on va répondre. Ça peut faire plaisir. Mais pour l'instant, j'en vois pas. Fait que merci de votre participation à notre webinaire. Nous vous encourageons encore là de télécharger le livre électronique que nous vous avons mis à votre disposition et à contacter votre microage pour toute question. C'est notre dernier webinaire Microage parle technologie de 2024, mais nous serons de retour en 2025. Alors, gardez un œil sur vos courriels et nos canaux de médias sociaux pour une invitation au prochain webinaire. Merci beaucoup, Sergio, pour ta Merci. présentation aujourd'hui. Et merci à vous tous d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons joyeuses fêtes et on se revoit en 2025. Et Sylvie, oui, on a hâte de vous voir en 2025. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin Merci d'année à avec tous. beaucoup de succès. Oui, oui. Oui, Et de la santé, surtout. oui. Merci beaucoup. Bonne OK. journée.